Et à quelques minutes donc de cette conférence de presse commune, nous sommes en direct avec Pierre Laurin sur ce plateau d'RT France, écrivain et spécialiste de l'URSS de la Russie. Bonjour Pierre Laurin, merci d'être en direct avec nous sur ce plateau d'RT France. Un an après avoir été reçu à Versailles, Vladimir Poutine, cette fois-ci, accueille Emmanuel Macron au palais Constantin. Comment analysez-vous ce choix ? Je crois que ce choix est important pour Vladimir Poutine parce que il ne peut pas recevoir Emmanuel Macron au palais d'hiver de Saint-Pétersbourg. Et le palais Constantin est une ancienne résidence des tsars. C'est un endroit qui est au bord de la mer, qui offre un certain attrait touristique. Et donc, c'est certainement ce qu'il y avait de mieux pour Vladimir Poutine, qui est natif de Saint-Pétersbourg, qui connaît bien cette ville, qui est particulièrement attaché à cette ville. Et une façon de dérouler le tapis rouge à Emmanuel Macron ? De toute manière, le tapis rouge est forcément déroulé dans des rencontres de cette importance. Mais il est très clair que l'année dernière, le président Poutine avait été très honoré d'être reçu dans les ors de Versailles, en particulier dans cette salle énorme des batailles qui l'a beaucoup intéressé. Et là, il espère rendre un peu l'appareil, tout en étant conscient que Saint-Pétersbourg, c'est la deuxième capitale. Ce n'est pas la première capitale de Russie, qui est Moscou. Traditionnellement, pour les Russes, Saint-Pétersbourg, c'est l'ancienne capitale des tsars. Mais cela a une très grande importance, sinon réellement politique, du moins sentimentale. Et je crois que pour Vladimir Poutine, c'était important, d'autant plus que, ce qui est intéressant dans cette rencontre, c'est que le président Macron est l'invité d'honneur du Forum économique de Saint-Pétersbourg, qui est une vitrine. Qui est comment dirais-je, c'est quelque chose de très important pour les Russes, parce que c'est en fait à Saint-Pétersbourg, annuellement, et maintenant il y aura un autre forum économique à Vladivostok, mais tourné vers le Pacifique, mais c'est vraiment à Saint-Pétersbourg, au sein de ce forum économique, que se tissent les liens économiques entre la Russie et le reste du monde. Et c'est une manifestation obligatoire, pratiquement, pour les chefs d'État, en exercice ou non. Il y a par exemple Shinzo Abe qui est présent au Forum économique. Le Premier ministre japonais, qui a une position sur la Russie qui est beaucoup plus ouverte, disons, que ses homologues européens qui sont un peu bloqués par les décisions de l'Union européenne. Alors justement, vous parlez des décisions un peu bloquées. Ce forum économique, cette rencontre entre Macron et Poutine, est-ce que ça peut relancer justement les relations bilatérales entre les deux pays ? En quoi est-ce que ce forum peut servir à relancer ces relations ? Je crois que les relations bilatérales sont déjà lancées, mais d'une manière sous-jacente. Ce n'est pas des choses qui apparaissent très clairement, mais par exemple le fait qu'il y ait 20 accords qui vont être signés dans le cadre du forum et à côté du forum, cela signifie qu'il y a un travail très effectif qui est fait par derrière. Je crois que nous avons tendance, ici à l'Ouest, de regarder les choses d'un point de vue très antagonistique, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on voit... on fait beaucoup de bruit autour des décisions qui sont spectaculaires, mais qui peut-être dissimulent un travail qui est fait par en dessous. Et le fait qu'il y ait une trentaine de chefs d'entreprise français qui sont présents à ce forum et qui accompagnent le président Macron signifie très clairement qu'il y a une volonté réelle d'aplanir les difficultés. Certes, les difficultés politiques resteront très importantes parce que les deux pays ne sont pas sur la même ligne sur la plupart des dossiers, mais il y a des rapprochements. Il y a des rapprochements sur, très légèrement sur la Syrie, mais beaucoup plus sur le problème iranien, parce qu'il se trouve que
la France, la Russie se trouvent plutôt du côté du respect du traité signé avec l'Iran, alors que les États-Unis se sont retirés de l'accord. Et donc, pour la Russie et pour la France, de même que pour les autres signataires, en particulier la Chine, l'Allemagne, il faut certainement maintenir l'Iran dans le cadre de l'accord international qui peut s'ouvrir ensuite vers d'autres perspectives. Et donc, je crois que aussi bien pour la France que pour la Russie, il ne faut surtout pas couper les ponts ouverts par l'accord sur le nucléaire iranien. D'autre part, sur la Syrie, on sait que la situation est relativement bloquée, mais que d'une certaine manière, le président Bachar el-Assad a aujourd'hui toutes les cartes en main. Et ça, la France doit en tenir compte. Déjà, l'année dernière, la France avait reconnu que Bachar el-Assad était un interlocuteur et qu'on pouvait discuter avec lui, c'est-à-dire que ça ouvrait les perspectives de règlement politique plus tard, et également que la France était pour le respect de la souveraineté de la Syrie dans ses frontières. Et ça, c'était très important. Donc maintenant, à partir de ces deux points qui avaient été vraiment l'amorce d'une discussion franco-russe sur la Syrie, je pense qu'il est temps maintenant d'aller peut-être un tout petit peu plus loin. D'autant plus que les États-Unis apparaissent aujourd'hui plutôt comme un épouvantail que comme un réel participant, comme un réel partenaire. Pierre Laurin, on a entendu Vera Goffman parler notamment de la présumée ingérence russe dans certaines campagnes. On parle de la campagne américaine notamment. Il y a également la loi anti-fake news. Françoise Nyssen, la ministre de la Culture française, a parlé cette semaine. Elle a dit qu'elle se rendait également à Saint-Pétersbourg. La loi anti-fake news en ce moment est étudiée à la commission des lois à l'Assemblée nationale. Qu'attendre au final de ce sujet entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron? Je crois qu'on peut attendre exactement la même chose que ce qui s'était passé à Versailles, mais disons d'une manière un peu plus atténuée. C'est-à-dire que tout en accédant, disons, à la position russe, tout en rejoignant la position russe sur la Syrie, sur le fait que l'on pouvait parler à Bachar el-Assad et le fait de la souveraineté, qu'il fallait reconnaître la souveraineté syrienne sur son territoire. À côté de cela, le président Macron s'était livré à une mise au point assez ferme sur les ingérences éventuelles de sites d'information russes en Occident. Aujourd'hui, je pense que les choses sont un peu plus lisse. Disons qu'il ne va certainement pas faire la même chose, mais ça reste sous-jacent. Maintenant, quelle serait la portée éventuelle de la loi anti-fake news ? Je ne vois pas réellement, parce que où on traite de fake news seulement celles qui viennent de Russie, ou bien on généralise à tout. Or, je ne sais pas si vous avez constaté au moment des élections présidentielles en Russie, le nombre d'articles, d'émissions complètement faussés sur l'élection présidentielle russe qui ont été diffusés par la presse française, pas seulement française, mais occidentale, où l'on confondait beaucoup de choses, où l'on considérait que certains opposants étaient les numéros 1 alors qu'ils ne représentent pas grand-chose localement. Allusion à Alexeï Navalny. Je pense, oui, que Navalny est présenté en France comme quelqu'un de très important, alors que son poids réel en Russie est très limité. Peut-être qu'effectivement, à Moscou, il y a, comment dirais-je, l'équivalent de la classe bobo moscovite qui est un peu derrière lui, mais c'est très limité. Dans le reste de la Russie, il n'a pratiquement aucun poids, alors que d'autres opposants sont beaucoup plus importants et ils obtiennent des résultats aux élections. Et ainsi de suite, c'est-à-dire où commence la propagande et où finit les fake news. On n'en sait strictement rien, on ne peut pas définir. Est-ce que
une position politique d'un homme, qu'il soit homme politique, qu'il soit journaliste ou citoyen lambda, est-ce que cette position politique peut être qualifiée de fake news? Non. Donc il y a les lois, la loi anti-fake news, plusieurs dossiers qui devraient être abordés lors de cette entrevue entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Vous avez parlé du dossier syrien, on se souvient des frappes occidentales le 14 avril dernier. La France a participé à ces frappes occidentales. Quelle conclusion peut-il y avoir suite à cette entrevue? Je crois qu'on est dans le démonstratif. Le président Macron avait fixé une ligne rouge sur l'utilisation des armes chimiques. On ne sait pas réellement si la ligne rouge a été franchie et par qui. Elle a vraisemblablement été franchie. Le problème, c'est que il semble très étonnant que dans la situation qui était celle de la Ghouta à l'époque, que l'armée syrienne ait eu besoin d'utiliser des gaz. Ça semble assez curieux dans la mesure où elle avait pris pratiquement 95% du territoire adverse sans utiliser d'armes chimiques. Donc pourquoi au dernier moment utiliser cela? C'est un peu absurde. Mais n'empêche, il y avait un signal qui avait été envoyé, une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Donc, quelque part, à partir du moment où les Américains intervenaient et faisaient lancer les frappes, il aurait été peut-être incompréhensible que la France ne fit pas autant. Et c'est ce qu'elle a fait. Un terrain d'entente est-il possible sur ce dossier-là, entre les deux hommes? Je crois qu'un terrain d'entente est toujours possible sur tous les dossiers, vous savez. Sinon, on serait toujours à l'âge de pierre. Hein. Je crois qu'à partir du moment où les groupes humains se lancent dans des négociations diplomatiques, il y a forcément des avancées à quelque moment que ce soit, parce qu'à un certain moment, on se rend compte que les intérêts de tasser un sujet sont supérieurs à ceux de le maintenir en place. Donc le sujet syrien, d'autant plus que là, la situation, sauf dans la partie proche de la Turquie, où effectivement, et avec les Kurdes, où les choses sont en jeu et où les Occidentaux ont une position un peu bizarre dans la mesure où ils se sont servis des Kurdes pour leurs offensives, notamment sur Raqqa, et que maintenant ils abandonnent les Kurdes sous les coups des Turcs. C'est un peu curieux, mais n'empêche que tout le reste de la Syrie est à peu près stabilisé et que les Occidentaux n'ont plus réellement de fer sur le feu. Ils ne peuvent pas continuer à essayer de faire renverser Bachar el-Assad. Donc il faudra bien qu'ils trouvent, avec les Russes qui sont la principale puissance de poids dans la région, il est obligatoire que les Occidentaux, à commencer par les Français, trouvent un terrain d'entente. L'enjeu du nucléaire iranien, avec les 12 conditions draconiennes posées par Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain. Donc du coup, les États-Unis se retirent de cet accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine semblent être d'accord sur le fait qu'il faille rester avec l'accord de Vienne signé en 2015. Donc, dans quelle mesure finalement, ce sommet, ce week-end, peut rapprocher davantage les deux chefs d'État? Est-ce que le dossier iranien peut contribuer justement à cela? Oui, le dossier iranien peut contribuer. Évidemment, la France et la Russie ne sont pas les seules parties de l'accord. Il faut, et je crois qu'il y a une volonté des signataires en dehors des États-Unis, de resserrer les rangs, de continuer à maintenir l'Iran. Simplement, Mohamed Javad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne, a entamé une tournée diplomatique du côté de Pékin, du côté de Moscou et donc de Bruxelles la semaine dernière. Oui, bien sûr. Je crois que pour les Iraniens, c'est très important parce que ils avaient, grâce à cet accord, une possibilité enfin de sortir de l'isolement, tout relatif, parce qu'ils entretenaient de très bonnes relations avec la Russie, avec la Chine, avec d'autres puissances régionales, donc ils n'étaient pas complètement isolés. Mais en revanche, vis-à-vis du monde occidental, ils étaient toujours
soumis à des sanctions. Et puis, il y a la rivalité éternelle entre la partie musulmane chiite et la partie musulmane sunnite de l'ensemble islamique. Je crois que pour l'Iran, il est impératif de maintenir l'accord. Là où il y a une différence éventuelle entre la France et la Russie, c'est que la Russie pense que l'accord doit être maintenu tel quel, et la France estime qu'il faudrait peut-être renégocier certaines parties, en particulier essayer de prolonger l'accord au-delà de la limite qui était fixée, qui est de 2024. Khamenei a posé 7 conditions, après les 12 conditions de Mike Pompeo. Oui, bien sûr. Mais je crois que dans l'ensemble, il y a une volonté commune de maintenir, d'une part parce que géopolitiquement, ça fait sens, et puis économiquement, ça fait sens aussi, parce que les entreprises françaises qui ont commencé à s'implanter, à retourner en Iran, se retrouvent soudain sous la menace de sanctions américaines, et il faut trouver une solution. La solution, elle peut être trouvée peut-être, justement dans le cadre de ce sommet, par sortir, ce qui est très difficile, sortir du dollar pour envisager les échanges avec l'Iran dans d'autres devises. Mais bon, il y a une possibilité de dialogue, il y a une possibilité d'accord. C'est effectivement là que peut se nouer une certaine forme de complicité, de retour de la complicité entre la France et la Russie, une complicité qui existait depuis l'époque de Jacques Chirac, en passant par Sarkozy, et qui s'est interrompue sous la présidence de François Hollande. Et ça, je crois que pour les Russes, ils ont toujours regretté le fait que de ne plus pouvoir compter sur la France comme un élément moteur dans le dialogue entre la Russie et l'Europe, et plus largement entre la Russie et le reste du monde. Quid de cette complicité dont vous parlez, quand on sait qu'il y a par exemple également l'affaire Skripal qui est d'actualité. La France a été accusatrice aux côtés de Londres dans cette affaire. La complicité peut être renouée également malgré cette affaire. Je crois que l'affaire Skripal aujourd'hui est oubliée d'une certaine manière et ne fait plus ni la une. Bon, comme je crois l'a dit Vladimir Poutine en plaisantant un peu, s'ils avaient réellement voulu tuer Skripal, il serait mort aujourd'hui. Je crois que ça, c'est la clé pour comprendre cette affaire. En fait, on ne sait pas. On a accusé la Russie, peut-être à raison, mais alors là, si c'est à raison, c'est que vraiment quelqu'un à Moscou a pété un câble, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a pris une décision complètement stupide, dans un but qui n'apparaît pas clairement. Enfin bon, la Russie a été accusée sur la base de l'agent neurotoxique utilisé, alors que maintenant on sait qu'il a pu être fabriqué dans une vingtaine de pays, que par ailleurs il date de l'époque soviétique, que l'Union soviétique a été divisée en 15 républiques, qui, pour la plupart, pouvaient utiliser l'agent en question. Donc, est-ce que vraiment c'est la Russie qui a organisé cela? Est-ce que c'est une provocation? On ne le sait pas, on ne le saura sans doute jamais. Et en tout cas, ça part de la politique déclarative qui préside aux décisions des pays occidentaux depuis un certain moment. En substance, et je schématise à dessein, un dirigeant occidental se tord le pied en se levant le matin, c'est la faute à Poutine. Je crois qu'on est dans cette logique un peu absurde qui fait qu'il y a une surenchère. On n'attend pas d'avoir les résultats des enquêtes pour prendre des décisions. C'est tout de même étrange. Il y a des enquêtes et, par exemple, Theresa May dit non, on sait que ce sont les Russes. Et le laboratoire de Porton Down, quelques jours plus tard, dit on ne sait pas d'où vient le gaz neurotoxique, on n'en sait strictement rien. Et donc, quoi? On prend des décisions à partir des déclarations de Theresa May, les alliés, par
réflexe et puis par obligation. Il faut maintenir les liens. Donc, on prend tous ensemble des décisions qui vont parfois très loin. Par exemple, les États-Unis ont fermé le consulat russe à Seattle. Résultat, la Russie a fermé le consulat américain à Saint-Pétersbourg. Mais Saint-Pétersbourg, ce n'est pas Seattle. Saint-Pétersbourg, c'est très important pour les Américains, très important, parce que maintenant, toutes les démarches doivent se faire à Moscou, alors que Seattle ne concernait qu'une petite partie des Russes qui se trouvent sur le territoire américain. Donc, très souvent, les Occidentaux prennent des décisions un peu à l'emporte-pièce et puis ils se retrouvent dans une situation qu'ils n'avaient pas prévue au départ. Et c'est un peu systématique. Je crois que c'est ça qui, aujourd'hui, entrave la reprise du dialogue avec la Russie. C'est qu'on est dans la surenchère permanente. Il faut montrer que les Russes... Oh mon Dieu, les Russes sont méchants. Vous parlez de dialogue, je vous propose juste... Quel est le jeu, au final, Pierre Laurin, entre les deux hommes, quand ils se côtoient, quand ils se voient? D'après vous, ce sommet, cette entrevue aujourd'hui, est-ce que cela se déroule sur un ton cordial, musclé, autoritaire? Ils ont un style différent. Non, je crois qu'effectivement, le style est différent, mais il n'y a aucune raison que ça ne se déroule pas cordialement. Même dans les situations vraiment très graves, généralement, les chefs d'État, quand ils se rencontrent, ils essayent toujours d'arrondir les angles, du moins au début. Peut-être que si, effectivement, les situations se crispent, là, on utilise un peu des mots un peu durs, mais... au départ, non. Là, je pense qu'ils ne sont pas complices, certainement pas. Pas complices au point où pouvaient l'être Vladimir Poutine et Jacques Chirac. Mais, d'une part, je pense qu'ils se respectent. D'autre part, les enjeux sont tout de même supérieurs à leur amitié ou leur inimitié éventuelle. Donc, je ne crois pas réellement qu'ils soient dans une position réellement conflictuelle. Merci.